Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Global Africa Télé Sud. Vous êtes dans l'émission Afrofoot. Afrofoot, vous l'avez constaté, avec un nouveau décor, un joli décor, histoire de vous annoncer que la CAN 2025 arrive seulement dans 20 jours. 21 décembre, on sera là tous les lundis soirs dès 20h pour nous prononcer plutôt sur les matchs à venir. Aujourd'hui, avec moi, encore des amis et non des moindres. Salut Lucas. Salut Malik, ça va bien? Ça va très bien. T'es tout beau là. Merci pour toi. Toujours beau pour toi. Toujours pour nous, hein, pour les téléspectateurs. Bah oui. Et téléspectatrices, c'est ça qu'on en a de plus en plus. Hein. De plus en plus. En plus, on a des belles chroniques à leur faire, donc j'espère qu'ils vont apprécier. Justement, parlant de chroniques, tu nous parles de quoi dans ton cache chrono? Cache chrono, j'ai parlé de la fameuse Coupe du Monde des non qualifiés que la Russie veut organiser. Et après, je vous ferai aussi un petit crack légende sur Thomas Nkono, le grand gardien camerounais. Bon, ça arrive également dans quelques instants. Salut Léo. Ça va Malik? Ça va et toi-même? Bah écoute, ça va, merci. Alors ton journal, il se porte bien? Bon écoute, ça va, ça se passe bien. T'as l'air fatigué? Je suis un peu déçu. Ouais, je suis un peu fatigué en ce moment. C'est quoi? C'est l'Olympique Lyonnais? C'est quoi? Non, bah écoute, on a vécu une belle semaine, donc puis c'était l'anniversaire du club hier, donc voilà, une petite victoire, un doublé de Satriano, ça fait plaisir. C'est tellement rare. Et justement, dans ton cache chrono, tu vas nous évoquer quel sujet? Ouais, je vais vous parler de Habib Beye aujourd'hui et de son Rennes qui se porte très bien. Bah, pourquoi pas. Salut, champion Alex. Salut Malik. Cache chrono, toi, tu as décidé de nous sortir de l'Afrique. On va où là? On va en Angleterre, on va à Liverpool. Je vais faire un petit mea culpa sur le début de saison de Liverpool parce que je vois beaucoup de critiques, mais à mon sens, je ne vais pas dire qu'elles sont infondées, mais elles sont un peu injustes. Champion, ça va? Malik, ça va très bien. Et toi, quand tu es là, c'est que c'est le Sénégal qui a l'honneur. Moi, je parlerai de Malang Sarr et peut-être un petit résumé de la situation d'Ismaïla Sarr. Ok, donc c'est deux Sarr, hein? Oui, exactement, Sarr au carré. Sarr au carré, ça va arriver dans quelques instants. Et puis on va revenir également avec Alex sur quelques images fortes, un souvenir de Cannes tout simplement. Et puis le foot à plat, le grand débat, un des grands débats de la semaine. On va se demander s'il faut réussir sa Cannes pour rester sélectionneur au Mondial 2026. Hein. Les sélectionneurs, bien qu'ayant qualifié leurs différentes équipes pour cette CAN, pourraient être en danger si toutefois ces sélectionneurs n'arrivaient pas à avoir des résultats probants lors de cette CAN. On va se poser la question. Et puis, en deuxième débat, on va revenir sur le cas de la RDC, République démocratique du Congo. On va se poser la question si enfin la RDC est capable de ne pas être ce outsider qu'on a vu depuis ces longues années. La RDC est dans une telle dynamique qu'on en attend beaucoup. Donc la question est toute simple. La RDC peut-elle enfin gagner la CAN 2025? Ça arrive juste après le cache chrono. Alors le cache chrono, on va commencer avec toi, mon cher Alexa. On va partir à Liverpool. On part à Liverpool. Bah, écoute Malik, Liverpool fait un début de saison assez compliqué. On va pas se mentir, déjà Mohamed Salah est resté sur le banc depuis la première fois, depuis 2020, il n'est pas rentré. J'ai vu cette statistique tomber. C'est la première fois où en gros il passe 90 minutes sur le banc sans rentrer alors qu'il était disponible pour un match de première ligue. Depuis 2020? Depuis 2020, oui. Sinon il a toujours soit rentré, soit commencé titulaire, toujours. Ah, okay. Donc ça va pas très fort en ce moment pour Mohamed Salah. Pour Liverpool en général, ils sont 13e de Ligue des Champions, ils sont 8e de PL. C'est un début de saison compliqué. Je ne sais pas si vous avez vu en plus la déclaration de Joey Barton qui a fait grosse polémique, qui est un peu inadmissible, en parlant d'Alexander Isak, en disant oui, ce Somalien, Arnaque somalienne. cette arnaque somalienne, voilà, en parlant d'Alexander Isak. Alors oui, le recrutement de Liverpool est discutable et on va dire il est raté parce que dépenser autant d'argent sur deux numéros 9 avec le même profil, ça peut poser à discussion. Mais on ne va pas oublier que cet été, il s'est passé un événement tragique quand même, la mort de Diogo Jota, que Diogo Jota, il était apprécié dans le vestiaire et dans le club en général, il était très proche de certains joueurs. Et perdre, on peut tous se mettre à leur place. On a notre travail, on perd un collègue qu'on apprécie. Et ben c'est normal que on n'a pas forcément tout le temps la tête focus aux entraînements, tout le temps la tête focus dans les matchs. Et tout le temps la tête focus dans son travail, ça doit être compliqué. Donc moi je peux pardonner beaucoup de choses à Liverpool sur cette saison. S'ils font une saison un peu moins bonne à la suite d'un décès tragique, franchement moi je trouve ça totalement justifiable en fait. C'est pour ça que je veux vraiment faire un mea culpa. Alors oui, tout ne va pas bien. On ne va pas se mentir, tout ne va pas bien évidemment, mais l'année dernière, Liverpool fait une excellente saison. Je pense que les observateurs de football peuvent pardonner Liverpool s'ils font une saison un peu moins bonne cette année. Vous êtes tous d'accord là-dessus, les amis? Totalement. Totalement? Totalement. Bon, et d'ailleurs, j'ajouterais même, quand oui, on regarde
tu écoutes les paroles d'Andrew Robertson, le latéral gauche écossais, au sortir justement du match entre l'Écosse et le Danemark, qui, devant les caméras de la BBC, est presque en larmes au moment d'évoquer la qualification à la Coupe du Monde, parce qu'il fait un lien avec Diogo Jota, il dit qu'il s'était dit qu'ils joueraient ensemble là-bas et tout ça. Il y a McAllister, il y a quelques semaines, qui avait dit que l'effectif était presque en dépression aussi. Donc ça explique beaucoup de choses, en tout cas par rapport à ça. Alors on peut parler du recrutement parce qu'il y a plein de problèmes, du niveau de jeu de certains cadres. Je pense à Konaté, Salah notamment. Mais effectivement, je pense que personne ne peut se mettre à la place des joueurs, du staff, de l'environnement du groupe par rapport à ce qui s'est passé cet été et que ça peut expliquer en partie leur contre-performance. À noter également que dans ce numéro d'Afrofoot, on va recevoir dans quelques instants pour les 2 débats qui arrivent, notre ami Stéphane Sorrendo, journaliste, qui va apporter un plus encore une fois dans cette émission. Toujours dans le cash chrono, on va partir cette fois du côté du Sénégal. Mais juste avant que tu évoques le cas Malang Sarr, j'ai envie de te demander tout simplement comment va Ismaïla Sarr. On l'a vu sortir hier face à Manchester United en l'occurrence. Comment se porte-t-il ? Je pense que la plupart des Sénégalais se disent inquiets, mais aussi optimistes dans la mesure où il y a le même épisode qui s'était passé en 2022 où le Sénégal avait fini champion. Donc il y a beaucoup de corrélations. Mais pour revenir un petit peu à la situation d'Ismaïla Sarr, il a été touché à la cheville droite. Il a un petit peu forcé parce qu'il a été touché en début de match. Il est sorti 30 minutes après avoir été touché. Son entraîneur est sorti en disant qu'il a vu sa cheville très très enflée et ce n'est pas bon signe pour le club parce qu'il devrait peut-être manquer ce qui lui reste, les 3 matchs qui restent avant le début de la CAN. Donc c'est une blessure qui peut prendre un peu plus d'une dizaine de jours. Tout dépend d'un petit peu de l'évolution de la cheville d'Ismaïla Sarr. Mais côté Sénégal, on n'est pas du tout inquiet, on va le récupérer. Même si sa préparation sera tronquée comme en 2022 où il était parti même faire sa rééducation à Barcelone. Là, peut-être il n'aura pas la possibilité de jouer le match amical du Sénégal qui va jouer un match à domicile face à la Zambie. Entre le 13 ou le 14 décembre prochain. Donc, côté Sénégal, on n'est pas du tout inquiet. On récupérera le joueur, mais il sera peut-être juste pour le début de la compétition, mais il viendra... Et qui potentiellement pour le remplacer sur le côté droit ? Peut-être Iliman Ndiaye va jouer sur le côté droit et on aura Sadio Mané à gauche. On va peut-être repartir sur un 4-3-3 parce que Assane Diao aussi, le remplaçant naturel, j'ai envie de dire, d'Ismaïla Sarr, lui aussi traverse quelques pépins physiques. D'ailleurs, lors du dernier rassemblement, il était venu constater sa blessure retournée avec Com, qui aussi est en train de faire le forcing pour que le joueur n'aille pas faire la Coupe d'Afrique des Nations. D'accord, ça c'était une actu, on va dire, entre guillemets, de dernière minute. Précédemment, tu avais souhaité évoquer le cas d'un autre Sarr, Malang, celui-là, qui évolue du côté de Lens. Oui, exactement. Malang Sarr qui évolue du côté du RC Lens, qui est leader de la Liga au soir de cette 14e journée, quelque chose qui n'était plus arrivé au club, je pense, un peu plus de 20 ans, je pense. Donc, Malang, c'est quelqu'un qui est un patron de cette équipe du RC Lens. Si je me fie aux notes de nos confrères de l'équipe, il est le 3e joueur le mieux noté en Ligue 1. Derrière Malik Fofana de Lyon et de Greenwood de l'Olympique de Marseille. Donc, et là, Malang Sarr, il veut revenir, il veut venir tout simplement en sélection. Exactement. On peut qualifier ça de revenir parce que des informations que j'ai eues, Aliou Cissé était prêt à l'appeler pour la CAN 2022. Il avait convoqué, le link s'était fait à travers sa maman qui, pour la petite histoire, avait rencontré Aliou Cissé dans un avion. Donc, ils avaient parlé de Malang Sarr et tout. Donc, le joueur, il était véritablement focus sur ce projet-là parce que, voilà, il y a eu aussi des histoires familiales où il avait promis qu'il allait jouer pour le Sénégal et tout. Mais au moment de répondre à cette convocation, il a fait machine arrière. Il y a eu ces déclarations aussi qui l'ont un petit peu rattrapé quand il disait que, voilà, il est en équipe de France U20, donc la finalité, c'est de continuer jusqu'en équipe A. Qui, malheureusement, voilà, avec le niveau qu'il a affiché, les blessures et tout, il n'a pas pu
atteindre ce niveau-là. Et la plupart des Sénégalais voient ça comme de l'opportunisme dans la mesure où quand on t'a appelé, quand on avait besoin de toi, même que tu n'avais même pas assez de temps de jeu, tu n'es pas venu. Sous prétexte que tu étais en train de douter. Donc ça, c'est un tollé et, qui est en place au niveau des réseaux sociaux. Et ce qui caractérise le plus ça, c'est que la plupart des médias ne font que parler de ça parce que Malang aussi a eu à faire 2 ou 3 sorties où il drague ouvertement le Sénégal. Et ça, les Sénégalais n'ont pas aimé ça. Mais j'ai envie de dire, il y a la jurisprudence Bouna Sarr, Nampalys Mendy, qui ont dit pire que Malang Sarr. Mais quand même, quand ils sont venus en sélection, ils ont mouillé le maillot. Ils ont été champions d'Afrique. Et donc, mais en même temps, excuse-moi, je fais un tout petit peu long, mais je vais dire, parce qu'on a beaucoup de téléspectateurs sénégalais aussi. Hein, Oui. un clin d'œil à vous, les amis. Mais je vais dire, Malang Sarr aussi, le truc, c'est que quand il était, je crois, à Nice, Oui. de mémoire, il ne semblait pas être hypé pour rejoindre les Lions de la Teranga. Donc c'est un peu logique aussi que les supporters Exactement. soient pas. C'est quoi pour toi le pourcentage pour qu'il rejoigne la sélection du Sénégal, sachant qu'il y a Niakate, il y a le capitaine, Koulibaly, Koulibaly, il y a le il y jeune a Mamadou Sarr. Mamadou Sarr de Strasbourg. Mustafa Quand bien Beau même du Paris FC. Beau du Paris FC, quand bien même il viendrait, est-ce qu'il aura du temps de jeu? C'est pas sûr. Exactement. Malang, déjà, c'est un défenseur central gaucher qui peut jouer dans une défense à 3, qui peut aussi jouer arrière-gauche. D'ailleurs, au moment où Aliou Cissé il l'appelait, c'était qu'il y avait une certaine pénurie au poste d'arrière-gauche. Donc, c'était plus pour qu'il joue à ce poste-là. Mais là, exactement, il y a beaucoup de joueurs au niveau du Sénégal. Il y a d'autres aussi qu'on ne connaît même pas bien et qui sont en train de performer, notamment Ousmane Diao qui joue à Midtjylland, qui est en train de performer en Europa League. Donc, pour moi, déjà, pour qu'il puisse rejoindre l'équipe pour cette CAN, c'est quasi impossible. Donc c'est 0%. Pour toi. Voilà, 0%. Sauf éventualité de blessure. Même catastrophe, franchement. Ah, pour toi, c'est ouais, pas possible. parce que déjà, il ne fait pas partie des 55. Ah, d'accord. La liste des 55 transmis à la CAF. Donc ça serait quasi impossible de le voir faire la CAN. Peut-être D'accord. au mois de mars, il pourra venir après la CAN. performer. Après la CAN, éventuellement exactement. pour une Coupe du Monde. Exactement. Merci, mon cher Ousmane, pour ces lumières. On a pris du temps, mais au moins on a compris que pour la CAN, d'ores et déjà, c'était quelque chose de bouclé. Une Coupe du Monde pour les non qualifiés. Oui, Mali. Ça vous fait rire, mais c'est le projet Ouais, petit fou de. Bientôt, même nous. Il faudrait une CAN pour les non qualifiés mais aussi. Hein. il va falloir aussi une Coupe du Monde, Mais une tu CAN vois, pour nous aussi, journalistes, chroniqueurs et Toi, tout ça, les amis. toi, ça te fait rire, mais peut-être que les supporters camerounais ou nigériens qui ont pleuré récemment, ils seraient ravis parce qu'en fait, effectivement, il y a un projet de la Fédération russe qui est de faire une Coupe du Monde des non qualifiés. Donc, ils tentent de convaincre là, plusieurs fédérations de se joindre à ce projet. Là, c'en est un peu au stade embryonnaire. On voit que c'est très compliqué d'aller chercher les pays parce qu'en fait, ce serait en dehors du calendrier FIFA. Et donc la FIFA elle pourrait mettre le frein et exclure les pays qui voudraient y participer. Là, il y a environ une dizaine de pays qui sont sondés. Ce serait notamment la Serbie, le Chili, la Grèce, la Chine, le Venezuela et donc, comme je le disais, le Nigeria et le Cameroun qui pourraient jouer cette Coupe du Monde des non qualifiés. Et donc voilà, on voit surtout que c'est peut-être pour peser. C'est la Russie qui fait ça pour retrouver du poids diplomatique parce qu'on sait que le football, c'est un énorme poids. Et en fait, on sait qu'aujourd'hui, la Russie est exclue des compétitions internationales. Et donc, ils disent, voilà, c'est un message envoyé à la FIFA. Si vous ne nous laissez pas faire la Coupe du Monde et nous défendre sportivement, eh ben, on va organiser nos propres compétitions avec ceux qui le veulent. Voilà cette idée de Coupe du Monde des non qualifiés. Bon, je pense personnellement que le but, c'est plutôt ça, c'est de mettre la pression à la FIFA et à l'UEFA pour que la Russie soit réintégrée dans les instances internationales. Mais voilà, c'est quand même un projet qui fait sourire. En plus, C'est quoi le timing à peu près? ce serait en juin, ce serait exactement en même temps que la Coupe du Monde. Et Cette année? Cette année, ce serait en 2026, en même temps que la Coupe du Monde. Et comme en plus, il y a eu un rapprochement entre le Kremlin et les États-Unis, ils voudraient même faire le match d'ouverture à Washington DC. C'est ce qui avait été annoncé pour vraiment faire de l'ombre à la Coupe du Monde. Et voilà, Trump qui ferait un petit peu le lien entre les deux. Donc voilà, on voit que c'est un peu compliqué. Et d'ailleurs, tous les journalistes qui ont contacté l'agence de presse russe, l'agence de presse russe a formellement démenti cette information. Et c'est pour ça qu'on pense que c'est plutôt pour mettre la pression à la FIFA. Mais voilà, c'était un projet qui était sympathique dont je voulais parler. Et c'est dommage parce que du coup, le Nigeria et le Cameroun, ils vont vraiment rester à la maison cet été. Ouais, il fallait à tous les coups que tu fasses ce petit clin d'œil aux Nigérians et Camerounais. Habib Beye avec Rennes, la promesse, le doute et maintenant l'embellie.
Bah oui, comme tu le dis, il y a eu beaucoup de doutes, puisqu'il y a un mois, avant un match à Toulouse, on l'a annoncé partant du banc de Rennes. Ils étaient 10e de Ligue 1, donc un rang qui est évidemment pas à la hauteur des attentes pour un club comme Rennes, qui investit massivement sur le marché des transferts depuis maintenant plusieurs saisons. Parce qu'on le rappelle, ils ont un propriétaire qui est très 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 riche, avec Monsieur Pinault. Donc Rennes a des ambitions, ils ont joué la Ligue des Champions il y a quelques saisons, ils sont censés être européens, mais ne le sont pas. Et Habib Beye, depuis donc 4 matchs, a réussi à déjà retrouver le chemin de la victoire. Il y a eu 4 matchs, 4 victoires. Leur 5e match, c'était donc ce 2 buts partout à Toulouse. Il a réussi à mettre des cadres sur le banc quand il l'a fallu. Je pense à Seko Fofana, je pense à Ludovic Blas, qui sont aussi des très gros salaires à l'échelle du championnat de France. Il fait confiance à des jeunes joueurs comme Jérémy Jacquet, Aïd Boudlal, le défenseur marocain, Kader Meïté, le jeune attaquant de 17 ans. Tu as aussi des joueurs qui se sont révélé, j'ai envie de dire. Je pense par exemple à Madi Camara qui était à Brest la saison dernière, qui fait une très bonne saison, qui a joué Très en bon Ligue des joueur, Champions. Madi Camara. Tout à fait, qui a commencé à Saint-Etienne en Ligue 1. Il y a des joueurs comme ça qui sont revenus au niveau. Il y a Habib Beye qui s'est aussi remis en question parce que selon un article de l'équipe, on disait qu'il était impliqué dans tout ce qui était la gestion sportive du club, avec le directeur sportif, comment devait être structuré le club. Ces dernières semaines, il se focalise plus sur la tactique, sur le jeu au final, et on voit que ça paye. Et Rennes est aujourd'hui 5e de Ligue 1 et en bonne position pour les places européennes, donc chapeau à lui. Et dans le contenu des matchs, est-ce que ça joue mieux rapidement? C'est de mieux en mieux. Oui, c'est de... Il y a les résultats, c'est sûr. Après, il y Mais a- est-ce que Rennes joue mieux? Après, il y a un Parce que petit- ça aussi, c'était décrié. Hein. Il y a un petit malus, entre guillemets, par exemple, si tu regardes leur match contre Metz, qui gagne 1-0 vendredi soir, c'est un match où ils ont été dominés après l'ouverture du score. Metz, qui s'en sortent sans le moindre point, c'est une anomalie, très clairement. Ils auraient même pu gagner le match avec un petit peu plus de justesse et de qualité offensive. Mais il y a aussi des choses, des faits dans les matchs. Par exemple, deux poteaux face au PFC, Monaco qui domine le début de match et qui ne parvient pas à ouvrir le score. Il y a aussi de la réussite qui va avec. Et tout ça fait que aujourd'hui Rennes est redevenu un prétendant à l'Europe. Et Seko Fofana est toujours sur le banc. Non, il a joué. Pas Il titulaire, en tout cas. alterne entre les titularisations et les statuts de remplaçants. Merci, hein, mon cher Léo. À présent, on vous l'a dit à l'entame de l'émission, nous sommes à 20 jours de la Coupe d'Afrique des Nations. 35e édition, non, si je ne m'abuse. Hein. 35e édition, et c'est l'occasion pour nous de faire un petit retour en arrière dans Foot Panorama. Florilège de quelques instants, cher à notre ami Alex. Foot Panorama. Mon cher Alex, si jeune, tu as des souvenirs de Cannes? Franchement, oui, j'ai des souvenirs de Cannes. Tu veux que je te partage mon premier souvenir de Cannes ou pas? Oui. Premier souvenir de Cannes, c'était la Cannes 2015, comme par hasard, remportée par la Côte d'Ivoire. Et la séance de tir au but magistrale contre nos amis ghanéens. Donc, Avec Kopa Barry et tout ça. exactement. Quel souvenir magnifique. Ça t'a évoqué quoi, justement? Franchement, j'étais vraiment content. J'étais juste très heureux. Et mon souvenir plus récent, j'ai eu la chance d'être allé là-bas en Côte d'Ivoire, justement aussi à la dernière CAN. Et c'était aussi remporté par la Côte d'Ivoire. Donc écoute, franchement... Donc cette année, tu iras au Maroc? Malheureusement, je travaille. Malheureusement, je travaille, mais vous l'aurez vu ici, la Côte d'Ivoire va faire le back-to-back et remporter sa 4e CAN. Bon, ça tu l'avais dit, tu t'es fait charrier hein, sur les réseaux notamment. Continuez de me charrier, mais vous verrez... je sais pas comment on peut dire, la tortue gagne Les mois toujours la passent, le course. terrain donne la vérité. Voilà. Merci Léo. Non, bref. Allez, on te laisse dérouler. Écoute, première édition, je fais un petit point histoire. La CAN existe depuis 1957 à Malik. Première édition au Soudan, à Khartoum, compétition organisée dans la foulée de la création de la CAF en 1956, où l'idée du tournoi continental a coulé de source. Pas de qualification car les participants, il y avait seulement 4 participants en fait. Il y avait l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan. Et il y avait aussi l'Afrique du Sud, sauf que l'Afrique du Sud, au dernier moment, n'a pas pu participer parce que vous savez qu'avant il y avait l'apartheid. Et en gros, l'Afrique du Sud interdisait les joueurs noirs de jouer pour la sélection sud-africaine. Et donc du coup, la CAF
a dit à l'Afrique du Sud que tant que les joueurs noirs ne jouaient pas pour la sélection sud-africaine, ils ne pouvaient pas participer à cette CAN. Donc du coup, ça a donné que l'Égypte a été couronnée pour la première fois. L'Égypte, l'équipe qui a remporté le plus de CAN, 7 CAN pour les Égyptiens, 7 titres de champion d'Afrique. Deuxième, c'est Cameroun avec 5 CAN. Troisième, c'est le Ghana avec 4 CAN. Et quatrième, c'est le Nigeria et la Côte d'Ivoire avec 3 victoires. La Côte d'Ivoire donc a remporté la CAN 1992 et 2015 et aussi 2023. Et il faut savoir que donc la CAN 1992 et 2012, la Côte d'Ivoire et le Cameroun en 2002 sont les deux seules équipes à avoir disputé l'intégralité d'une Coupe d'Afrique des Nations en étant invaincus, donc sans prendre de but. Et la meilleure pourcentage de victoire appartient au Nigeria avec 58 matchs gagnés sur 105 joués, soit 58,88% de victoires. Donc c'est le Nigeria qui détient le plus grand pourcentage de victoires en Coupe d'Afrique des Nations. Le Nigeria et le Ghana sont les deux pays à avoir perdu le plus de finales de CAN, 5 chacun. Donc ça fait beaucoup pour le Nigeria. 5 finales perdues. 5 finales, ouais. Oh, ça fait beaucoup. Hein. 5 finales, ça fait beaucoup, ouais. Ça fait beaucoup. Wow. Quatrième, donc le meilleur buteur de l'histoire de la compétition, c'est Samuel Eto'o avec 18 buts. Laurent Pokou est deuxième avec 14 buts et Rachidi Yekini est troisième avec 13 buts. Donc Laurent Pokou, Côte d'Ivoire, Rachidi Yekini, Nigeria. Nigeria et Samuel Eto'o, donc Cameroun. Ouais. Le meilleur buteur sur une édition, c'est Pierre Ndaye Moulamba, le Congolais, avec 9 buts. Le joueur qui a marqué dans plus de compétitions, c'est toujours Samuel Eto'o, le Camerounais. Et c'est aussi les Ghanéens Asamoah Gyan et André Ayou. Et le Zambien Kouloucha Boualia, qui ont marqué... Oui, Kouloucha Boualia, pardon, oh là là, j'ai du mal là aujourd'hui, qui ont marqué lors de 6 éditions de la CAN. Meilleur passeur, c'est Yaya Touré avec 7 passes décisives en 29 matchs. Et pour terminer, j'ai choisi 3 images marquantes, plutôt récentes. La première, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est Kopa Barry à la séance de tir au but. On s'en souvient, il tire le penalty vainqueur. Donc le dernier penalty, c'est le gardien de la Côte d'Ivoire qui donne la victoire à son pays. Donc c'est la première image marquante. Remporté 9-8 cette séance de tir au but par les Ivoiriens. Deuxième image marquante, c'est le coup franc de Riyad Mahrez. Je pense qu'on s'en souvient tous. Face au Nigeria. Face au Nigeria à la 95e minute. 95e minute, Riyad Mahrez qui donne la qualification de son équipe en demi-finale, en finale justement. Puis victoire 1-0 de l'Algérie contre le Sénégal d'Ousmane malheureusement. T'étais où ce soir-là, Ousmane d'ailleurs? J'étais ici sur Paris. Ouais. Donc c'était une défaite qui m'avait bouleversé entre guillemets. Parce que déjà, le but... On s'y attendait pas du tout. Magnifique. C'est quelques années après qu'on découvre que le ballon avait touché un filet d'une caméra pour avoir cette trajectoire bizarre. Donc c'était une compétition véritablement qui m'a... T'as pleuré? Non, du tout, mais j'étais triste. T'étais triste. Ouais. Et surtout que je sortais dans les rues de Paris, je voyais des gens me klaxonner comme ça. Voilà, ce sont peut-être des Algériens. T'avais mis le maillot? J'avais mis le maillot du Sénégal, c'est pour ça. Il était obligé de te charrier. Exactement. Et dernière image, là malheureusement c'est une mauvaise pub pour la CAN, mais c'est l'arbitre Gianni Sikazoé, l'arbitre de Tunisie-Mali, qui avait sifflé prématurément la fin du match lors de l'édition 2022. C'était à la 85e minute. On s'en souvient, ça avait fait beaucoup parler et beaucoup rire aussi. C'était Tunisie-Mali. Tunisie-Mali, il avait sifflé à la 85e minute. D'ailleurs, si vous en souvenez, comment est-ce que la CAF s'est défendue par rapport à ça? Qu'il avait fait une insolation, il me semble. Oui, qu'il avait fait, exactement, qu'il avait fait une insolation. Et c'était un peu ridicule, mais on a bien rigolé. Merci Alex pour ce foot panorama qui ouvre quasiment cette CAN qui arrive dès le 21 décembre prochain. Les amis, à présent, on va rentrer dans notre débat. On va parler justement des sélectionneurs. Est-ce qu'ils doivent forcément réussir leur CAN pour être sûrs également de se retrouver sur le banc lors du prochain mondial en juin prochain? On va parler de tout ça. Ça arrive dans le foot à plat. Le foot à plat à présent avec notre ami Stéphane Sorendo. Salut Stéphane. Bonjour Malik, bonjour à tous. Ça va? Ça va. Bien, la forme? Oui, toujours. Toujours au taquet? Toujours. Toujours prêt? Toujours prêt. Alors, tu es prêt à débattre avec nous? Oui.
Alors on va se poser la question avec toi, justement. Est-ce qu'il faut réussir sa CAN pour être sûr de rester sélectionneur lors du mondial 2026, même après avoir qualifié leur équipe, pas mal de sélectionneurs comme Emers Faye, tenant du titre, Regragui, Oussama Hassan ou Pape Thiaw, pourraient-ils être remerciés en cas de résultat décevant à la CAN et ne pas donc diriger leur équipe nationale lors du prochain mondial? J'ai envie de te laisser la parole, à tout seigneur, à tout honneur. Merci. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, moi, je suis pour l'idée de mettre en avant la stabilité plus que le changement. Parce qu'il faut rappeler quand même, on est dans une ère où dans le football, tout va très vite. Lorsqu'il y a 3, 4, 5, 6 défaites de suite, on a tendance à mettre l'entraîneur très vite sur la sellette, au contraire de certains joueurs qui, par exemple, peuvent ne pas faire le travail demandé. Moi, je suis pour l'idée de mettre en avant la stabilité. Et à ce sujet, je vais juste vous poser une petite question collégiale. Quel est le point commun entre Jürgen Klopp, Unai Emery, Mircea Lucescu et même Joachim Löw? Petit tour de plateau. Quel est le point commun? Merci, Ousmane. La longévité, exactement. Jürgen Klopp. Je prends l'exemple de Jürgen Klopp, pourquoi? Parce que quand il arrive à Liverpool, il y reste 8 ans. Et il arrive à construire une équipe qui était déjà délabrée et avec pour ambition, puisque c'était l'ambition qui était affichée à l'époque, de redevenir un grand d'Europe et revenir sur le devant de la scène. Et au fur et à mesure, on a vu cette progression arriver avec une présence en Ligue Europa, notamment la demi-finale épique contre Séville, le Séville d'Unai Emery, justement. Avec Sakho qui marque. Sakho qui marque à la dernière minute. Puis une progression en Ligue des Champions, une progression en Première Ligue, jusqu'à remporter la Ligue des Champions, puis la Première Ligue. Tout ça, ça a pris 8 ans. Et on ne peut pas se permettre de rester toujours sur des objectifs à court terme, 2 ans, 3 ans, notamment pour la CAN. C'est pour ça, c'est là-dessus dont j'ai peur. Je prends un bon exemple. Walid Regragui, lui, il est dans cette logique de stabilité, de progression avec le Maroc. Tu es en train de me dire que, imaginons, par accident, Oui. Regragui ne sort pas des poules, il resterait pour toi, malgré tout, jusqu'au mondial? Moi, personnellement, moi oui. Je pense, au vu des résultats qu'il a déjà réalisés avec la sélection marocaine, notamment sur les dernières Coupes du Monde. Au mondial, mais Oui. à la CAN, il se fait sortir Je également. pense que le président de la fédération marocaine ne pense pas comme ça. Il a déjà mis la pression, en disant qu'il faut gagner cette CAN. On a tout fait pour la gagner. Oui, parce que la compétition se passe à domicile, Mais évidemment. oui, d'où l'exemple que je prends. Ça doit être la concrétisation d'un projet aussi, la CAN. Et puis, il y a excuse-moi. Ouais, mais après le bon, excuse-moi Lucas, après le bon parcours du Maroc, il y a eu la CAN. Non, mais pour moi, il est menacé. Sauf que le clairement. Maroc n'a pas atteint les demi-finales. Exactement. Donc je pense qu'il est resté en place en lien avec ce qu'il avait précédemment fait au mondial. Non, mais c'est pour ça, Mais moi, cette il est fois-ci, menacé. Hein. Si tu organises la CAN avec tous les moyens qui ont été mis, avec aussi la qualité de l'équipe et des joueurs, tu n'arrives pas, imaginons, à sortir des poules. Et même, quand bien même, tu sortirais même en quart de finale. Qui te dit que tu seras sur le banc pour le mondial? Surtout qu'il y a déjà des critiques sur Regragui. Ben voilà. Ouais, sur le jeu, sur le contenu. On en parlait pour Emers Lucas, Faye, mais ça tu existe voulais pour réagir? Regragui aussi, bien sûr. Parce que je trouve qu'il y a un mauvais exemple de la part de Stéphane, c'est notamment Joachim Löw en Allemagne. Parce qu'effectivement, il gagne la Coupe du Monde 2018, mais après, il est resté très 14, longtemps. 14. 14, pardon. Et après, il est resté très longtemps sans rien gagner. Et en fait, on peut considérer que la fédération allemande a plus perdu du temps à Joachim Löw, avec notamment une élimination piteuse au premier tour en 2018. Donc si Deschamps ne gagne pas la prochaine Coupe du Monde, tu Deschamps, de toute façon, il est dehors, de toute façon, Deschamps. C'est fini pour lui. Oui, c'est officiel. Ce que j'allais dire, d'accord, moi, d'accord. pour moi, il y a 3 coachs. Bon, revenons au sélectionneur Au sujet africain. Pour moi, il y a 3 coachs qui ne sont pas du tout en danger, voire qui ont très peu de danger. Parmi les 7 qui sont officiellement qualifiés, donc les 3 équipes du Maghreb, Égypte, Sénégal, Côte d'Ivoire et Afrique du Sud, c'est Sami Trabelsi de la Tunisie, Hugo Brousse de l'Afrique du Sud et les frères Ossam qui sont à la tête de l'Égypte. En fait, c'est des équipes qui ne sont pas favorites déjà et qui effectivement sur les projets à long terme, l'Afrique du Sud, on peut dire par exemple que finir en tête pour les qualifications Coupe du Monde devant le Nigeria, c'était pas attendu. Donc Hugo Brousse, il a déjà surperformé. On peut se dire que même une CAN relativement ratée de la part de l'Afrique du Sud, il pourrait rester en poste. Par contre, moi je vois un Pape Thiaw, si il sort pas des poules, pour moi c'est la catastrophe. Avec l'équipe du Sénégal, avec les ambitions qu'ils peuvent avoir, pour moi c'est la catastrophe. Donc ça dépend en fait de la situation. Et la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, Emers Faye. Alors pour moi, c'est particulier la Côte d'Ivoire. Parce que moi, la Côte d'Ivoire, c'est celle dont j'ai le plus peur, justement, par rapport au contexte social, le contexte autour. C'est-à-dire que. Il a déjà gagné, Emers Faye. Il a déjà gagné, Emers Faye, c'est vrai. Mais on sait aussi à quel point les supporters ivoiriens attendent toujours plus. C'est vrai. Comme tous les supporters, j'ai envie de dire. jeu. Bien sûr, mais à un point très élevé. On attend presque qu'il fasse le doublé. Bien sûr, mais sauf que quand il a fait Mais oui.
quand il y a eu le bilan avec la fédération de football ivoirienne, le grand objectif c'était surtout de se qualifier à la Coupe du Monde. Et moi je pense que la fédération ivoirienne, pour le coup, elle a un peu le nez creux, elle voit un peu plus loin que la CAN, et ça veut dire que le vrai objectif des Ivoiriens, c'est le mondial. Là, ils ont brillé en CAN il y a 2 ans, et là pour moi, en tout cas, je pense que même si Faye il est un peu décevant à la CAN, il pourra aller jusqu'au mondial. Par contre, il y en a d'autres qui n'auront pas cette chance. Est-ce que tout aussi n'est pas en lien avec ce qu'on propose, le contenu des matchs, les scénarios, mon cher Ousmane? Ou même le contexte, notamment par rapport à Pape Thiaw. Les objectifs qui ont été déclinés pour Pape Thiaw, ce serait de gagner la CAN, mais également d'être quart de finaliste à la Coupe du Monde. Et ils en sont capables, c'est pas irréalisable. C'est pour Exactement, ça que... c'est possible. Mais il y a un contexte autour de l'équipe du Sénégal. Par exemple, c'est le ministère qui prend en charge le sélectionneur national. Donc d'ailleurs, c'est pour ça qu'Aliou Cissé, on l'avait bien remercié. Mais au niveau de la direction technique nationale et même de la fédération, ils font confiance en Pape Thiaw. C'est eux qui l'ont plébiscité pour qu'il devienne. Mais il y a l'opinion, la confiance aussi a des limites. Il y a l'opinion. Il y a l'opinion, mais Pape Thiaw quand bien même moi je presse. ferai confiance si je sens qu'il y a une forte poussée au niveau de l'opinion, qui n'est pas favorable. Malgré tout, peut-être que je prendrai une décision contre ma volonté première. C'est ce qui s'est passé avec Aliou Cissé. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas à l'abri. Mais concernant les objectifs et surtout la volonté de la Fédération sénégalaise, c'est que Pape Thiaw aille avec cette équipe jusqu'en 2030. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est dans un projet de rajeunissement de l'effectif et tout. Mais comme tu l'as dit, il peut y avoir une catastrophe. D'ailleurs, ce qui s'était passé en Côte d'Ivoire, c'est ça qui a... Petite catastrophe déjà. Une catastrophe entre guillemets, mais c'est ça qui avait poussé Aliou Cissé à ne pas être prolongé. Donc pour moi, il n'est pas si en danger par rapport à Regragui ou à notre entraîneur. Léo. Moi, j'aime bien ce que Stéphane dit à propos de la pérennité d'un projet. Je pense que c'est important. On ne construit pas une équipe ou un club sans pérennité. Le football, les amis, c'est beaucoup d'émotions. Vous mettez beaucoup de raisons là-dedans, mais tout à fait. Pour autant, je pense qu'on est dans les émotions, c'est quelque chose quand même. Ouais, mais sans pouvoir mettre en place la raison, tu ne peux pas avoir d'émotion. C'est aussi là-dessus que j'ai coupé Léo. Je pense qu'on est dans une situation assez différente de 2023, par exemple, puisqu'on est dans une année de Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va y avoir la CAN, il va y avoir un rassemblement en mars et il va y avoir la Coupe du Monde. Aujourd'hui, ça veut dire que si tu rates ta CAN et que tu vires ton sélectionneur, je prends l'exemple par exemple d'un Walid Regragui qui serait... Ou alors non, mon exemple ce serait plutôt pour Petkovic avec l'Algérie. Imaginons que ça se passe mal, ou très mal à la CAN pour Petkovic, qui est déjà critiqué, qui était déjà un petit peu sur la sellette il y a quelques mois, dont on disait que s'il ne se qualifiait pas à la Coupe du Monde 2026, il serait remercié par la fédération. On sait que l'Algérie a quelques problèmes en ce moment, notamment dans le contenu. Il y a des choix tactiques, des choix de joueurs qui sont discutés, notamment Riyad Mahrez, sa forme. Qu'est-ce qui se passerait demain si l'Algérie venait à être éliminée précocement de la CAN? Donc pour moi, précocement, ce serait dès la phase de poule. Est-ce que aujourd'hui, tu te dis... Je veux repartir sur quelque chose de nouveau à 6 mois d'une compétition comme la Coupe du Monde avec un seul rassemblement et prendre le risque de balancer aussi une Coupe du Monde parce que tu prends un risque en changeant de sélectionneur parce que ça peut avoir un électrochoc comme ça a eu avec la Côte d'Ivoire d'Emers Faye il y a maintenant 2 ans, mais ça peut aussi avoir l'effet inverse et je pense que des grandes sélections comme le Maroc, comme le Sénégal, comme l'Algérie ne peuvent pas forcément se permettre ça. Donc moi, il faudrait un véritable tremblement de terre, à mon sens, pour voir un sélectionneur être limogé après la CAN ou pendant la CAN, même s'il y a effectivement des possibilités. Mais si toutefois il y a un limogeage, c'est aussi en lien avec les possibilités que tu as. Il y a des équipes, au niveau des effectifs, on voit bien que c'est des effectifs qui sont relativement faibles. Relativement faibles. Mais aujourd'hui, autant il y a des pays
qui présente des effectifs, je vais dire, assez complets. Mais dans la toutes question, les c'est ligues. pas seulement. Donc c'est pour ça qu'on a cité l'Égypte, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, comment dire ça, L'Algérie aussi. L'Algérie aussi, oui. Qui ça? L'Algérie. L'Algérie. Est-ce que vous Le Maroc. estimez que ces équipes, le Maroc forcément, est-ce que vous estimez que ces équipes-là sont en danger à ce niveau-là par rapport à la qualité de leur effectif et aux résultats qu'ils pourraient ne pas avoir dès le début de la compétition, c'est-à-dire ne même pas arriver en quart, voire en demi-finale? Surtout que la CAN, c'est une compétition où tout peut se passer. Très particulière. Par exemple, le Maroc, personne ne les voyait perdre face à l'Afrique du Sud lors de la dernière CAN. Et pourtant, ils ont perdu dans un match où l'Afrique du Sud a montré du beau football, a joué son coup à fond. Donc ce sont des choses qui peuvent se répéter durant cette CAN. Je prends l'exemple du Maroc, c'est normal parce qu'on avait vu ça aussi face au Bénin en 2019, si je ne m'abuse. Donc ce sont des choses qui mettent mal à l'aise les sélectionneurs dans la mesure où ils sont dans l'obligation de résultats par rapport à ce qu'ils sont pour fournir soit du beau jeu ou bien atteindre certains objectifs. Des fois, on ne peut pas fournir du beau jeu, mais aller jusqu'en finale ou aller remporter le trophée, ça peut, j'ai envie de dire, ça peut permettre aux sélectionneurs d'être conservés, comme pour autant, ça peut être aussi un motif pour le renvoyer. Est-ce que vous pensez que tous ces éléments vont favoriser un jeu? Ah bah non, justement. Parce qu'on a envie Non, ou c'est le plutôt, contraire. On a plus peur. ou plutôt justement on aura une canne fermée parce que peur de l'échec, même si c'est vrai qu'à la fin il y aura toujours un seul gagnant, mais au moins sortir de cette canne plus ou moins la tête haute, mon cher Stéphane. Bah, c'est le contraire, c'est le contraire. On sera sur ce phénomène de peur, l'envie de bien faire, l'envie de ne pas prendre de buts. Donc Donc on l'envie est d'être. parti pour une canne fermée. Je ne pense pas. Dans le jeu. Pour autant, je ne pense pas parce que. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a énormément de talent. Sur toutes les équipes favorites, il y a énormément de talent. On peut avoir des matchs avec beaucoup de buts. On peut avoir des matchs avec beaucoup de gestes techniques marquants aussi. Donc, en soi, je pense qu'il y aura une petite partie de pragmatisme pour les équipes, les équipes favorites. Mais attention, les phases finales, quand elles vont commencer, je pense que c'est là qu'il va falloir s'accrocher. Lucas, rapidement, tu ponctues là-dessus? Oui, et moi je veux dire que toutes les équipes n'ont pas le même niveau et le même, pas les mêmes responsabilités au niveau du jeu. Par exemple, Regragui, pour moi, il aura beaucoup de responsabilités, il sera très attendu. Donc ça veut dire qu'effectivement, ils peuvent être tentés de jouer la sécurité pour avant tout gagner des matchs 1-0, 2-0 et aller au moins en demi-finale, parce que s'il ne fait pas demi-finale, je pense que Regragui, il va en prendre plein les oreilles. Par contre, on parlait de l'Afrique du Sud, je pense que Hugo Brousse, lui, il va pouvoir continuer à mettre son jeu en place. Il a fini devant le Nigeria, on le dit encore, pour les poules de la Coupe du Monde. Il n'était pas attendu à ce niveau-là. Donc il va pouvoir avancer un petit peu sereinement. Ils n'auront pas tous la même pression. Et par exemple, on disait aussi des fois, on coupe une dynamique, mais autant faut-il qu'il y ait une dynamique. Léo, tu parlais de l'Algérie. Je suis désolé, avec Petkovic, il n'y a pas de dynamique. Le renouvellement. Ouais, est-ce que l'Algérie a un effectif aussi Mais c'est parce qu'il ne prend pas les bons joueurs, Petkovic. C'est ça aussi. Il a les joueurs. Pourtant, il ne prend pas les bons Ils ne joueurs. donnent pas les clés. En fait, ils sont restés sur leur victoire d'il y a maintenant 6 ans. Ils ne donnent pas les clés aux bons joueurs. Il y a une nouvelle génération qui arrive. Les Ibrahim Maza, les Mohamed Amoura qui doivent avoir les clés du jeu. Et Petkovic ne leur donne pas. Il fait confiance aux Ossiens, Belaïli, Mahrez et compagnie parce que ça le rassure. Et du coup, Petkovic, si pour moi il n'arrive pas à être performant, avec en plus ses choix d'hommes qui risquent d'être assez forts et de ne pas plaire à tout le monde, et directement, je pense que l'Algérie va accélérer le renouvellement effectif. Et du coup, ce sera Petkovic dehors. On a peu parlé de l'Égypte, un recordman, Alex l'évoquait tantôt, du nombre de cannes remportées. Un mot là-dessus. L'Égypte. Osama Hassan, très discuté aussi. C'est très discuté, notamment en termes de contenu aussi, lui, comme beaucoup de ses confrères. Va falloir un petit peu surveiller, parce qu'on parlait tout à l'heure de Liverpool et de la forme de Mohamed Salah. C'est le meilleur joueur égyptien, c'est la tête d'affiche. Beaucoup de résultats de l'Égypte passent par lui, donc ça va être intéressant de voir dans quel état de forme il va se présenter à la compétition. Et effectivement, je pense que, comme l'a dit Lucas, le statut des frères Hassan, qui sont des véritables légendes du football égyptien et même plus globalement du football africain, évidemment, les protège un petit peu. Mais on sait aussi, comme tu le rappelles souvent, le football va très vite.
Donc voilà, il va falloir que chacun se mette à la hauteur des attentes et de leurs ambitions, parce il y en a qui ont des attentes, d'autres qui ont des ambitions différentes, parce que évidemment, une équipe, même si je la trouve intéressante, comme le Burkina Faso, peut pas avoir les mêmes ambitions et on peut pas avoir les mêmes attentes vis-à-vis d'eux que le Maroc, que l'Algérie, que le Sénégal, que le Cameroun pour la CAN. Donc il faut aussi savoir placer le curseur et voir ce que chacun est capable de faire avec les armes dont il dispose. Merci mon cher Léo, tout ça va arriver très très vite, puisque la CAN démarre seulement dans 20 jours les amis, c'est passé déjà tellement vite. On va avoir le plaisir de regarder tous ces matchs dès le 20 décembre prochain. À présent les amis, on va souffler un peu avec toi mon cher Lucas, on va parler de Thomas Nkono et puis juste après on aura l'autre grand débat, on va parler de la RDC juste après le crack légende. Thomas Nkono, mon cher Lucas. Oui, Thomas Nkono qui est peut-être le plus grand gardien camerounais de l'histoire et un des plus grands gardiens africains. Donc il est né le 20 juillet 1955 à Dizangué et il connaît des débuts foudroyants professionnels puisque dès ses 19 ans, il est titulaire avec les Canons Yaoundé. Il reste une petite saison, ensuite il va chez les rivaux, au Tonnerre Yaoundé, où il joue environ une vingtaine de matchs, avant de revenir au Canon Yaoundé, où là il va complètement exploser, puisqu'en 6 ans, il remporte 5 titres de champion du Cameroun et 2 coupes d'Afrique des clubs champions. Il est éblouissant dans ses buts, il gagne à cette période également 2 ballons d'or africains, et il se fait remarquer par l'Espagnol Barcelone. Pour un gardien, c'est... Ah oui, c'est exceptionnel. Ouais. Et donc il rejoint l'Espagnol Barcelone à 26 ans. Durant ses 9 saisons en Catalogne, il s'impose comme un titulaire indiscutable, mais il échoue à remporter un trophée majeur malgré une finale de Coupe de l'UEFA en 1988. Et donc c'est déjà quand même un pionnier, parce que c'est le premier gardien africain à s'imposer aussi facilement, aussi rapidement en Europe. Il est tout le temps titulaire avec l'Espagnol Barcelone. Il n'y a pas une saison sur les 9 où il a été ne serait-ce qu'un petit peu inquiété. Il ponctue sa carrière en Espagne par 2 petites expériences dans des divisions inférieures, à Sabadell puis à l'Hospitalet, avant de prendre un peu le large. Il choisit une dernière aventure en Bolivie, où il va passer 3 saisons, et il met un terme à sa carrière à 42 ans. Si on connaît la carrière autant de Thomas Nkono, c'est surtout parce qu'elle a été brillante avec la sélection camerounaise. Il a disputé 112 matchs avec les Lions indomptables, il a disputé 4 CAN et 3 Coupes du Monde, et c'est ce qui lui a un peu conféré son statut de légende. Au cours de sa superbe Coupe du Monde 1982, il dispute 3 matchs, mais il ne prend qu'un seul but et il impressionne un peu toute l'Europe. C'est d'ailleurs là que l'Espagnol Barcelone va lui faire confiance pour le recruter à une époque où il a été très très sollicité. 2 ans plus tard, CAN 1984, tout simplement le Cameroun remporte la compétition avant d'échouer en finale 2 ans après en 1986. En 1990, il est encore titulaire dans la superbe épopée camerounaise où ils iront sur le quart de finale. Et c'est là, du coup, qu'il a fait un peu une des choses qui fait sa renommée. C'est que, du coup, la Coupe du Monde a lieu en Italie en 1990. Et il y a un jeune Gianluigi Buffon, qui a 12 ans à l'époque, qui le regarde. Et Buffon, il est milieu de terrain à l'époque, mais en voyant le charisme de Thomas Nkono, en voyant ses performances incroyables, et en fait, il n'a plus envie de marquer des buts. Et il se dit, je vais devenir gardien de but parce que c'est le poste que j'ai envie de faire. Et on sait que depuis la fin des années 90, début 2000, il y a une vraie même amitié qui s'est nouée entre Buffon et Nkono, tellement il est l'idole de ce dernier. Et je vais donc finir par des citations de Gianluigi Buffon qui disait qu'il a changé de poste parce qu'il a été fasciné par la façon dont il interprétait le poste de gardien de but. Et il dit « J'aimais tellement sa personnalité et la façon dont il sortait du but pour frapper le ballon. Il avait aussi des réflexes exceptionnels. » Donc voilà, c'est tout ça un peu qu'on retient de Thomas Nkono, qui est vraiment une légende et encore une fois un pionnier pour les gardiens africains parce que c'est le premier à s'être aussi facilement et aussi durablement imposé en Europe. Merci Lucas. Vous êtes tous jeunes, là. Je suis le plus vieux là, autour de cette table, les amis. On n'a pas vu beaucoup jouer, nous. Qui a souvenir de Thomas Nkono, dit le chat? Moi, même dans les vidéos, de 1990. Vous n'avez pas eu la curiosité, les amis, de regarder Thomas Nkono? Cameroun-Colombie, moi, c'est tout. Colombie. Pardon. Tu as une réputation, puisque à une époque, il faut le rappeler, il faut remettre dans le contexte, je pense, de l'époque que le football n'était pas aussi visible qu'il ne l'est aujourd'hui. Déjà qu'aujourd'hui, être gardien, c'est pas toujours reconnu à sa juste valeur. Alors l'être à l'époque, qui plus est quand tu es africain, c'est un exploit d'autant plus monumental. Donc, de réputation, on connaît, mais c'est vrai que ce plateau est plutôt jeune. Malik, autour de toi, qui fait office de vieux sage. Je prends ça comme un compliment.
Tu l'as plus vu que nous, on va Mais dire. en tout cas, Thomas, non, mais franchement, j'aurais eu des aptitudes. Je pense qu'il aurait pu m'influencer justement aussi. pour faire gardien de but, hein, effectivement. Parce que même si c'est vrai que j'étais un très très grand latéral droit, hein, cela dit. Ah ouais, je pèse mes mots. Hein, ouais. Grand avec la taille ou bien Les deux. Grand avec les contre-attaques et les centres. Et parfois buteur aussi. Cela dit, Thomas Nkono qui a fini à l'Espagnol de Barcelone, hein, en tant que dirigeant, Exactement, il y a ambassadeur encore, il y a encore et tout exactement. ça. Il donc, dirige un petit peu. il a entraîné longtemps les gardiens de but. Exactement. Et après, il suit un peu les affaires, il fait beaucoup de diplomatie, il accueille beaucoup de joueurs à Barcelone. Davantage etc. dans l'administratif. Exactement. C'est ça, quoi. C'est pour dire qu'il a rendu non seulement service au Cameroun, mais aussi à son club légendaire, hein, pour le coup, l'Espagnol. Donc, de 300 matchs. Barcelone. Les amis, encore un autre débat. On va parler de la République démocratique du Congo, la RDC qui est en pleine dynamique. La RDC qui va se retrouver à jouer les barrages intercontinentaux à un match de la Coupe du Monde 2026. Mais avant ça, il y a la CAN, les amis. La RDC, on va se poser la question, 51 ans après, est-ce que la RDC peut-elle enfin gagner cette CAN en 2025 ou tout simplement rester toujours encore comme une équipe qu'on qualifierait d'outsider? Ça se passe dans Face au débat. Face au débat, la RDC, 51 ans après, la RDC peut-elle enfin gagner la CAN 2025, mon cher Léo? C'est toi le spécialiste de la RDC ici. Tu as pronostiqué jusque-là. J'aurais pas cette prétention. Même si, non, on te la donne, c'est pour toi. Ça fait plaisir. Non, mais pour moi, je pense pas que la RDC ira gagner cette compétition parce que je pense qu'il y a des équipes qui ont plus de certitude, qui sont meilleures déjà aussi. La RDC, tu l'as rappelé, c'est une équipe qui est dans une très bonne dynamique. Parce qu'on a parlé de sa qualification pour les barrages intercontinentaux, mais même sa phase de qualification à la Coupe du Monde était bonne sans même ces barrages. Du coup, pour étayer un petit peu mes propos, je suis allé voir le calendrier prévisionnel de la Coupe d'Afrique des Nations, avec les potentiels adversaires qu'ils pourraient rencontrer dans les tours à élimination directe. On rappelle qu'ils sont notamment dans le groupe du Sénégal, la République démocratique du Congo. Donc je pense que ce sont les deux équipes qui vont se partager les deux premières places de leur groupe. Et en huitième de finale, si on prend... la RDC, pour être plus précis, avec donc, le Sénégal, le Bénin et le Botswana. Dans le groupe D. Tout à fait. Je vois le Sénégal finir cette poule en tête. Donc je suis parti du postulat que la République démocratique du Congo la terminerait deuxième. Il pourrait rencontrer l'Algérie en huitième de finale. Donc il y a déjà un gros morceau du continent. Et je ne sais pas si on peut les qualifier de favoris, mais en tout cas un des principaux outsiders. Mais justement, c'est là la question. Et ça fait longtemps que la RDC est outsider. Je parle de l'Algérie là. L'Algérie pour oui, tout à fait. Je n'arrive pas à les placer au statut de favori comme on l'a fait avec le Sénégal ou le Maroc, mais pour ce qu'est l'Algérie et pour ce qu'elle est capable de faire dans, on va dire, une grande compétition, cette équipe est capable de performer dans les grandes compétitions. Je me dis que ça ne peut pas être considéré comme un petit outsider, mais c'est entre les deux, vraiment, chez les grands potentiels favoris. Et en quart, il pourrait retrouver soit le Nigeria, soit la Côte d'Ivoire, soit le Cameroun ou le Gabon. Donc, parmi elles, 3 des équipes barragistes continentales. Donc, le parcours, il va être difficile pour la République démocratique du Congo si elle veut aller jusqu'en finale, ou elle pourrait retrouver le Maroc qu'elle ne pourrait pas retrouver ni en demi, ni en huitième, ni en quart si mes calculs sont bons. Donc c'est-à-dire qu'aller remporter la CAN pour eux, ce serait un véritable exploit au vu du parcours et au vu d'où ils reviennent aussi. Ils ont fini 4e de la dernière CAN, mais on sait qu'il y a eu des problèmes, ils ont du mal à concrétiser leur belle dynamique dans les compétitions. Donc, s'il y a un moment où jamais où le faire, c'est maintenant. Mais ça va être compliqué au vu de l'adversité qui les attend. Ousmane, la RDC en a marre d'être toujours outsider. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont mené une chasse aux binationaux pour renforcer leur effectif. Mais moi, je pense que cette équipe de la RDC manque un gardien de classe mondiale parce que pour gagner une compétition de ce niveau, il faut avoir... Passy, c'est pas bon pour toi? Non. Pas du tout. Parce qu'il est remplaçant au Havre. Il est remplaçant au Havre face au deuxième gardien de l'équipe du Sénégal.
donc Moridjao. Donc pour revenir à ça, je pense que l'effectif de la RDC est en train de se renforcer, notamment on a parlé ce matin de l'arrivée prochaine de Warren Bondo, qui pourrait apporter en plus au niveau de l'attaque. Mais pour Warren gagner... Bondo, on va préciser où il joue où exactement. Il est prêté par Cremonese. Cremonese, c'est ça? Prêté par la la Cremonese. Et il a joué pour les équipes de jeunes de la France. Donc c'est un joueur talentueux qui peut apporter un autre profil au niveau de l'attaque de la RDC. Mais comme j'ai dit à l'entame de mes propos, pour gagner une CAN, il faut avoir ces 3 piliers-là, c'est-à-dire avoir un attaquant de classe mondiale qui te plante des buts, même dans des matchs très très difficiles, mais aussi un dernier rempart qui Il y a peut Wissa qui a repris l'entraînement là. Wissa, Ça mais peut le faire. peut-être ça sera trop juste, surtout avec tout ce qui s'est passé, les dires au niveau de son club et tout. Même mentalement, je ne sais même pas s'il est prêt pour véritablement aller faire quelque chose à la CAN. Mais on verra ce que ça va donner. En tout cas, cette équipe de la RDC se renforce, mais pour moi, elle sera prête quand elle disputera déjà les barrages qualificatifs à la Coupe du Monde. Donc pour moi, on les attend. Donc la CAN arrive trop tôt pour toi, pour la RDC. Exactement. Stéphane, Bien, la RDC, outsider encore pour Bien, cette CAN à venir? oui, outsider, pourquoi? Parce que pour moi, il y a un déclic mental que la RDC doit avoir. Justement, déjà, rien que le mot outsider, ça les fait classer comme des petits. Mais avec les derniers résultats qu'ils ont eus, notamment à la dernière CAN où ils sont arrivés jusqu'en demi-finale. Pas des petits, des moyens. Oui, non, mais justement, je force le trait pour expliquer ça. C'est-à-dire que voilà, ouais, ils sont petits. Non, ils sont pas petits. Il y a des joueurs il y a des joueurs très intéressants. Bon, on a parlé de Mpassi parce que c'est effectivement la faiblesse de la sélection au poste de gardien, mais Wan-Bissaka, Kaloulou, Mbemba en défense, Kayembe, Mouko, Mboukou, Wissa, Banza, Bakambu, tous ces joueurs-là, ce sont des joueurs qui sont capables d'aller renverser les montagnes, mais pas loin. Quand on a vu ce qui s'est passé déjà à la dernière CAN, mais surtout avec la qualification pour les barrages intercontinentaux, la RDC peut se targuer d'avoir un statut de facteur X qui peut être intéressant par rapport à ces attentes que l'on a sur les grandes équipes comme le Maroc, comme le Sénégal, comme on a déjà rappelé tout au long de l'émission. À voir par la suite. Je vais prendre un exemple, peut-être que je vais forcer un peu. La Zambie en 2012. Personne n'attendait qu'elle sorte des poules. Personne n'attendait qu'elle fasse le parcours qu'elle a fait jusqu'à remporter la compétition. Pourquoi pas la RDC? Mais ce ne sera pas une surprise non plus que la RDC gagne la CAN, les amis, franchement. Avec ce qu'on a vu, notamment lors des matchs de barrage face au Cameroun, faut plus appeler ça surprise. face au Nigeria. Est-ce qu'aujourd'hui, si la RDC gagne cette coupe, ce sera une surprise, franchement? Oui. Pour toi, ce sera une surprise que moi, la je serais RDC, plus surpris, avec tous les joueurs binationaux que nous connaissons, bien sûr. dans de très bons championnats, qui sont en train de rejoindre petit à petit Si on fait la même liste, l'équipe de Désarbre aujourd'hui. Si on fait la même liste pour le Maroc, pour la Côte d'Ivoire et pour le Sénégal, Non, mais là, qui pour le sont coup, moi c'est les le trois faux. immenses favoris. Non, on ne parle pas des favoris, on parle du potentiel outsider qu'est le RDC ça restera un depuis outsider. toutes ces années. Ça restera un outsider. Moi, je les ai vus en Donc plus. pour toi, c'est une surprise que la RDC gagne cette coupe. Ah oui, largement. Moi, en plus, je les ai vus, je peux en parler. Je les ai vus en demi-finale de la dernière CAN au stade, que ce soit pour la 3e place ou pour la demi-finale. Je veux dire, ils n'ont pas montré grand-chose. Quand on est arrivé à des très très hauts niveaux, la Côte d'Ivoire, c'était un match très tendu, mais on attendait uniquement un but de la Côte d'Ivoire. Le Congo n'était pas spécialement dangereux. Et en match de qualification, enfin de 3e place, match de classement, c'était soporifique entre l'Afrique du Sud et le Congo. Les matchs de classement sont toujours C'est vrai. soporifiques, ça. Mais on voit que, en tout cas, ils se sont renforcés depuis. Donc on peut dire que comme ils ont fait une demi-finale il y a 2 ans, ils peuvent aller plus haut. Mais moi, je pense qu'aussi, on parlait de la Zambie, je pense qu'en 10 ans, le niveau a énormément augmenté à la CAN et surtout le niveau des nations un peu locomotives. Les meilleures nations, elles sont encore plus complètes qu'il y a 10 ans pour moi. Et c'est pour ça que ce sera très difficile pour le Congo de faire un résultat, d'aller jusqu'à la victoire. Ils peuvent faire une belle CAN, refaire une demi-finale, mais pour moi, le Congo, vainqueur de la CAN 2025, ce serait une immense surprise. Franchement, moi je suis Totalement d'accord avec lui. d'accord avec lui. Je serais même moins surpris si l'Afrique du Sud gagne Ah, moi aussi. que le Congo. Mais la dynamique, vous n'y croyez Même pas? la Tunisie, j'y croirais plus parce qu'il y a vraiment une dynamique en Tunisie, on n'a pas parlé, mais non, mais les invaincu, amis, etc. quand on sort quand même le Nigeria, Nigeria. mais peu importe, c'est le Nigeria quand même. Mais c'est pas le nom qui fait l'équipe. Ils ont rien montré. Mais le Nigeria n'avait qu'à se mettre à niveau. Si je Bah veux voilà, dire. donc ils n'ont pas été au niveau. Quand on sort le Cameroun, au bout d'un moment, on peut estimer qu'on sort quand même 2 grands d'Afrique. Ça compte? On a mené contre le Sénégal Et- 2-0. et oui, mais justement, ce match-là a servi à la RDC
pour passer aujourd'hui et se retrouver à un match de la Coupe du Monde. Mais Donc c'est en cela que ce pays aussi semble avoir retrouvé des vraies valeurs et continue de se renforcer, les amis. Et moi, il y a un truc que vous oubliez. Moi, j'ai beaucoup confiance dans le sélectionneur de la RDC. Hein. J'ai l'impression il y a une vraie plus-value au niveau donc, de Deux Arbres qui a su mener cette équipe à lui donner ce qu'elle n'a pas, ce qu'elle n'avait pas, si je puis dire, à savoir de la confiance. Ce dont vous parliez il y a quelques instants, c'est une équipe qui manquait un peu de confiance, qui n'avait pas beaucoup de certitude. Aujourd'hui, je veux dire, depuis le fameux match où ils se sont fait remonter par le Sénégal après avoir mené 2-0, j'ai l'impression qu'il y a une bascule qui s'est faite. Et c'est pour ça que quand je parle de dynamique, j'estime que la RDC fait partie des équipes qu'on sortirait du groupe des outsiders et qu'on placerait aujourd'hui dans le groupe des favoris. Et puis qui vous dit que les équipes soi-disant attendues répondront présentes le jour J, à savoir le 21 décembre. Est-ce que ces équipes-là, au contraire de la RDC, ne sont pas davantage dans une contre-dynamique ? Ça pourrait se passer. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi, effectivement. Mais je pense que tu sais aussi bien que nous que le football, c'est bête et méchant. Tu peux avoir toutes les valeurs psychologiques que tu veux. Si en face de toi, malheureusement, tu tombes face à une équipe qui est meilleure, parce qu'il y en a aujourd'hui, sur le papier en tout cas, eh ben, tu te feras éliminer. Ousmane a soulevé un point qui est important, c'est que le gardien de la RDC, donc Lionel Mpassi, je ne pense pas que ce soit un gardien qui puisse te faire gagner des trophées. Je pense que c'est un gardien qui peut te faire gagner certains matchs, mais de là à aller à te porter jusqu'au sacre, j'ai mis quelques doutes et j'aimerais citer quelqu'un qui se connaît un petit peu en football qui s'appelle Sir Alex Ferguson. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, fallait pas. Trop jeune pour Nous sommes trop jeunes. Qui a un jour dit, et je suis totalement d'accord avec ça, qu'une bonne attaque te faisait gagner des matchs, mais qu'une bonne défense te faisait gagner des titres. Et je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui à la RDC pour encore franchir un cap. C'est peut-être... Déjà, il manque un buteur de très haut niveau et un gardien... Oui, ça peut faire l'affaire s'il est remis. Ouais, mais c'est quelqu'un qui n'a pas joué depuis combien de temps ? 3, 4, 5 mois. Et Newcastle, il met beaucoup la pression. On sait pas mentalement, physiquement, et c'est difficile. Il faut aller jouer en Afrique. C'est pas comme jouer en Angleterre. Même si c'est au Maroc, qui a des nouveaux stades, des infrastructures... On a une période de l'année... Il va faire très chaud d'ailleurs. Hein. Il va faire chaud, tout à fait. Voilà, c'est des conditions spéciales aussi. Donc, je pense que c'est une bonne équipe, mais je ne pense pas qu'elle a le niveau pour aller au bout. Stéphane, je te laisse conclure là-dessus. Pour moi, c'est pour ça qu'il y a peut-être un défaut de vision quand on parle de la RDC. C'est-à-dire que, oui, la RDC a progressé. C'est une demi-surprise si elle va au bout. En fait, c'est cette nuance-là que j'aimerais apporter. C'est une demi-surprise parce que la progression, elle est quand même là. Le fait d'avoir été en demi-finale de la CAN alors que personne ne les attendait là, c'est maintenant en fait qu'il faut capitaliser et dire voilà. On a fait ce parcours-là. Maintenant, qu'est-ce qui manque à cette équipe pour pouvoir aller plus haut ? Je pense qu'on l'a tous dit, c'est un gardien de classe mondiale et un attaquant de classe mondiale. En attendant, le staff qu'ils ont peut leur permettre au moins de passer les poules, et on verra après par la suite. La CAN a toujours révélé des parcours très atypiques venant d'équipes qui n'étaient pas forcément favorites. Merci Stéphane, c'est une bonne ponctuation. Hein. Ça permettra à nos amis de la RDC d'avoir davantage d'espoir. Hein. Il a su se rattraper, Stéphane. On attend vos commentaires justement par rapport à tous les différents sujets qu'on a pu évoquer ici, même dans Afrofoot. Sur ce, on va se dire au revoir les amis, c'est vite passé, me semble-t-il. Oui. Merci Léo d'avoir été là. Merci à toi Malik, merci à toi. On te retrouve sur Give Me Sport, ton site qui recense toutes les actualités, notamment de la Ligue 1. Mon cher Lucas, Malik. À lundi prochain. À lundi prochain. Tu es impatient, je sens que tu es impatient pour mais la CAN, je suis impatient de la CAN. On voit cette CAN-là. Champion Ousmane. Merci Malik. Le Sénégal va remporter cette CAN, ça tu nous l'as dit en off. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, je l'ai dit même en plateau. Stéphane, t'es l'élément neutre. Qui c'est qui va remporter cette CAN là ? C'est avec toi qu'on va boucler là-dessus. Ça va être dur. Allez, vas-y, lâche-toi. J'aimerais tellement que le Maroc l'emporte. Écoute, juste pour le symbole. Pourquoi pas ? Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous lundi prochain. Salut.